On a avec nous, donc par téléphone finalement, Monsieur Romain Edouard, et également le président de la Ligue d'échecs de Guadeloupe, Monsieur Frédéric Abatoutsi. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Comment allez-vous ce matin tous les deux? Ben écoutez, ça va. Tout à fait heureux. Simplement, malheureusement, on n'a pas eu le temps d'être au studio, mais heureux d'échanger un peu avec tout le monde, puisqu'on a la chance d'avoir Monsieur Romain Edouard, qui est un grand maître international, qu'on appelle aux échecs un GMI. Il fait partie des très peu GMI français, c'est-à-dire que c'est une caractéristique particulière, qu'il aura l'occasion de vous expliquer tout cela. Très bien. Bien, finalement, c'est avec vous que je vais faire l'interview. D'accord. Donc, je vous laisse un petit peu poser les questions. Oui, je vais. Alors, Romain, bonjour Romain. Merci d'être en Guadeloupe aujourd'hui et présent principalement pour la promotion un petit peu des échecs en Guadeloupe. Je sais que vous êtes souvent en déplacement, donc j'aimerais que vous nous dites un petit peu qui vous êtes, votre parcours et tout cela. Donc, je m'appelle Romain Edouard, je suis, comme tu le disais, grand maître international d'échecs. Je suis membre de l'équipe de France, troisième joueur français au classement. Donc c'est un classement qui s'appelle le classement ELO, c'est pas un peu comme le classement ATP au tennis. Et donc voilà, effectivement, je profite un petit peu de ce mois de juillet pour faire un petit peu de promotion en Guadeloupe, mais aussi prendre des vacances, évidemment. Alors, tu es, on se dit tu, si ça ne te dérange pas, tu es donc aujourd'hui GMI. Qu'est-ce que ça fait, c'est quoi ton parcours pour arriver à cela? Quelle a été ta détermination pour être aujourd'hui GMI? Est-ce que ça a été facile? Non, comme dans tous les sports, c'est beaucoup de travail. Il faut beaucoup pratiquer, beaucoup travailler, presque se dédier à sa passion, à son sport et donc devenir grand maître aux échecs, c'est pas facile, c'est pas non plus quelque chose. Alors, c'est aussi quelque chose que il y a plusieurs centaines de joueurs qui y parviennent. D'accord. Alors, il y a des classements qui existent. Rappelle-moi ton classement GMI. Ça correspond à quel classement? ELO. Alors c'est un peu, en grosso modo, le classement ELO commence à 1000 et le meilleur joueur du monde à 2900. Donc ce sont des. Et tu as quoi comme classement? Moi j'ai 2650. D'accord. Donc qu'on voit en mètres, c'est à partir de 2500. Donc ça marche pas comme au tennis où un classement dégressif et c'est simplement la place mondiale. Là c'est deux joueurs peuvent avoir le même classement et il n'y a pas de plafond non plus. Un joueur peut un jour par exemple atteindre 3000, ça peut arriver. D'accord. Alors je tenais particulièrement à t'accueillir à la radio Sofaya pour la bonne et simple raison, c'est que depuis plusieurs années, on a eu de cesse de dire que le jeu d'échecs véhicule des valeurs. Ça permet de développer, par exemple, l'esprit de décision, la confiance en soi. Ça permet aussi de mieux aborder peut-être la gestion des défaites, la gestion des victoires et tout cela. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux considérer que le jeu d'échecs t'a permis de développer personnellement ta nature? Alors, ce qui est sûr, c'est que le jeu d'échecs, effectivement, est un très bon outil, surtout pour les enfants, parce que, comme tu disais, il apprend à faire beaucoup de choses. Alors, il y a la concentration, la rigueur, la prise de décision, effectivement, gérer ses émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, etc. Donc, effectivement, c'est les qualités que même des joueurs d'échecs et même des grands maîtres d'échecs n'arrivent parfois pas à avoir entièrement. Par exemple, ça peut arriver de perdre une partie d'échecs parce qu'on n'arrive pas à gérer ses émotions. Mais effectivement, si on veut devenir un bon joueur d'échecs, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire du mieux possible. Et donc, ce sont vraiment des choses qu'on ne trouve pas dans d'autres sports. On ne voit pas dans d'autres sports mais qu'on trouve quand même beaucoup aux échecs. Et donc, c'est ce qui rend les échecs. C'est pour ça que maintenant, les échecs, par exemple, à l'école, sont beaucoup développés. Parce qu'effectivement, les gens ont remarqué que ça permettait aux enfants d'être un petit peu plus calmes, un peu plus concis dans leur façon de réfléchir. Voilà, tout à fait. Bon, il y a des études d'ailleurs qui ont été faites dans le monde entier qui ont démontré que des enfants qui jouent aux échecs, effectivement, développent des capacités totalement différentes. Et ce n'est plus une question, c'est un fait avéré aujourd'hui. C'est une certitude. Un enfant qui joue aux échecs aujourd'hui développe des capacités, en tous les cas se révèle certaines capacités en lui plus facilement qu'un enfant qui ne joue pas aux échecs. Ça, c'est un fait évident.
C'est tout à fait avéré, effectivement. Voilà, les échecs, c'est vraiment là. On doit se poser quelques minutes, voire un peu plus longtemps, un échiquier, se concentrer, ne pas là pour chahuter, ne pas se disperser. Et effectivement, c'est quelque chose qui parfois peut un petit peu manquer aux enfants, des enfants même qui ont tendance à être trop chahuteurs à l'école, etc. Et c'est vrai que les échecs ont tendance à rendre les enfants un petit peu plus calmes. D'accord. Alors, sur le plan, évidemment, de l'utilisation du jeu d'échecs dans la vie de tous les jours, je sais que certains sportifs de haut niveau, et pas du moindre, ont utilisé ou utilisent toujours le jeu d'échecs pour développer leur performance sportive. Je prends le cas de Djokovic, qui est un joueur de tennis connu, champion du monde, meilleur joueur quasiment du monde, et qui s'adonne aux échecs avant chaque partie de tennis. Comment expliques-tu ça? Alors peut-être les joueurs d'échecs, nous on a tendance à être stressés avant une partie d'échecs parce que c'est notre sport. Et donc même des joueurs, que ce soit les joueurs amateurs ou les joueurs professionnels, on a tendance à être un petit peu stressés avant une partie d'échecs. Et j'imagine que Djokovic c'est pareil avant un match de tennis, et que lui pour le coup utilise des échecs qui pour lui doivent être un jeu vraiment pour s'amuser. Je pense qu'il utilise ça effectivement pour peut-être canaliser son énergie et un petit peu se détendre. D'accord. Avant le match. Alors, il y a le sport, mais il y a aussi l'entreprise, parce qu'il y a effectivement dans le milieu de l'entreprise, on prétend qu'effectivement le jeu d'échecs permet de développer des performances, on va dire, entrepreneuriales, ne serait-ce que pour le dirigeant d'entreprise, qui doit avoir effectivement des prises de décision à prendre, qui doit avoir effectivement la confiance en lui, qui doit avoir l'esprit d'initiative, et tous ces éléments-là, effectivement, sont on va dire, nécessaires pour la performance entrepreneuriale d'un dirigeant d'entreprise. Donc, est-ce que les échecs, aujourd'hui, en tant que support, de ce point de vue-là, peut être intéressant pour les chefs d'entreprise? Alors effectivement, il y a des livres qui ont été écrits, il y a beaucoup de conférences qui sont données, les échecs et le milieu de l'entreprise, parce qu'effectivement, sur un échiquier, il faut, donc toutes les choses à fait d'initiative mesurée, c'est-à-dire que les échecs, par exemple, c'est que les ordinateurs qui jouent aux échecs, donc qui eux adaptent un jeu parfait. Et par exemple, pour développer une entreprise, parfois il faut savoir prendre des risques. Il faut savoir prendre une décision psychologique, il faut savoir employer cette personne. Effectivement, ce sont des qualités qu'on retrouve sur un échiquier où il faut vraiment provoquer les erreurs chez ses adversaires et trouver le bon équilibre entre prendre la meilleure décision possible et forcer son adversaire à faire une erreur. Et plus toutes ces qualités sur la concentration, le travail, etc. Donc c'est ce qui fait le rapport entre les échecs et l'entreprise. D'accord. Ouais, on va passer. Désolé. La qualité, elle est pas top au niveau de. Elle n'est pas top. Ça passe pas super bien sur la fin. Oui, bien sûr, c'est normal. C'est par téléphone, ça arrive. Voilà, on fait ce qu'on peut. Mais j'ai une autre question, Romain. Alors, Romain Edouard, grand maître international des échecs, je le rappelle, est avec nous aujourd'hui. Donc, Romain, j'ai envie de demander un truc qui est assez particulier, parce que on a su qu'à un moment donné, que la machine avait supplanté en fait l'humain avec une notion qui me laisse un peu comment dire, je suis un peu surpris de voir que la machine a trouvé les limites de l'intellect humain. Et je me suis posé la question, est-ce que c'était pas plus une notion, parce que derrière il y a tout un volet industriel avec évidemment les ordinateurs, etc. Est-ce que toi, de ton point de vue, c'est une chose qui est définitivement entérinée, à savoir que la machine aujourd'hui est meilleure que l'homme? En fait, c'est pas qu'elle est meilleure, c'est que la machine, évidemment, fait pas d'erreurs. Et voilà, les échecs, c'est un jeu où il faut faire commettre des erreurs à son adversaire. Donc à un niveau amateur, on provoque des grosses erreurs. Donc par exemple, pour les gens qui savent pas, on va manger à la table, manger une tour, une pièce. À plus haut niveau, on provoque des erreurs qui sont plus moindres, mais on gagne des parties en provoquant des erreurs. Un ordinateur est programmé pour pas faire d'erreurs. Donc, même si peut-être il va moins bien comprendre l'échiquier qu'un humain,
il va finir par battre l'humain parce que l'humain va finir par faire une erreur que l'ordinateur ne fera pas parce que son jeu sera très stable du début à la fin. D'accord. Donc dire que l'ordinateur est devenu plus intelligent que l'humain, en tout cas aux échecs, c'est pas la formule exacte, c'est du commerce, c'est plutôt qu'il ne fait pas d'erreur. D'accord. Alors ça veut dire que nous sommes censés être vulnérables en tant qu'humains et que l'erreur fait partie de notre faiblesse en quelque part, hein, et que de ce point de vue-là, on n'est pas des robots, donc forcément, on est sûr. Mais ça ne veut pas dire que la machine, en soi, a plus, parce que quand même, on serait limité, mais que la machine a plus d'éléments à faire valoir que l'humain. Alors la machine, ça va, les ordinateurs sont forts. Maintenant, ils ont même mis un module qui s'appelle AlphaZero qui joue aux échecs, c'est l'intelligence artificielle. Donc c'est-à-dire qu'ils ont, c'est un espèce de mélange entre l'intelligence humaine et la force de l'ordinateur. Donc effectivement, on atteint des sommets. En fait, personnellement, en tant que joueur d'échecs, ça m'intéresse pas du tout parce que ce que je trouve intéressant aux échecs, c'est vraiment, c'est vraiment de réussir à provoquer les erreurs. Et les ordinateurs, c'est un bon outil pour travailler son jeu, mais par exemple, ça m'intéresse pas du tout de faire une partie contre un ordinateur. D'accord. Ça apporte pas grand-chose. C'est pas une question de résultat, mais voilà. Les échecs sans la psychologie, c'est plus les échecs. La psychologie, c'est très très important aux échecs. C'est aussi ce qui fait des échecs un grand moteur pédagogique. Et contre un ordinateur, la pédagogie disparaît alors que c'est presque 50% du jeu. Pédagogie, créativité, j'imagine. J'ai dit pédagogie, je voulais dire psychologie. Psychologie, d'accord. Ok. Bon. Alors, on est sur la radio Sophia aujourd'hui, Romain, dans ta compagnie, je rappelle, en international. On va devoir presque finir l'interview, il nous reste encore quelques minutes. Oui, voilà. Je vais juste terminer sur juste une petite accroche pour la Guadeloupe. Alors, est-ce que tu penses qu'un jour, on va pouvoir avoir un grand maître international guadeloupéen qui viendrait effectivement de la Guadeloupe? Est-ce que c'est quelque chose de possible? Oui, c'est possible. Il va falloir... Évidemment, il faut développer... Pour l'instant, il n'y a pas suffisamment de tournois en Guadeloupe. Pour l'instant, on va dire qu'il n'y a pas il n'y a pas l'environnement nécessaire à ce qu'un joueur puisse devenir grand maître, puisqu'il faut plusieurs forts tournois, que les joueurs puissent, il faut réaliser des ce qui s'appelle des normes, plusieurs très gros résultats pour devenir grand maître. Et pour l'instant, effectivement, un joueur guadeloupéen qui voudrait devenir grand maître, il va être obligé de prendre l'avion sans arrêt et d'aller assez loin pour faire des tournois suffisamment forts. Tu es en train de me dire qu'un grand maître international est un professionnel. Donc il n'est pas forcément professionnel, mais voilà, c'est important de... c'est aussi une question, par exemple, un gamin qui veut jouer aux échecs, par exemple, ses parents, la plupart des parents n'auront probablement pas le moyen de leur payer un billet pour le territoire européen, entre guillemets, tous les mois pour jouer un tournoi. Et ça, c'est ce qui fait la différence quand on habite dans un endroit où il y a déjà des tournois qui existent. C'est évidemment un gros avantage par rapport à des jeunes joueurs qui vont être un petit peu français comme en Guadeloupe. Donc, mais évidemment, aucune raison qu'il n'y ait pas de grand maître guadeloupéen, mais il faudra plus de tournois, etc. Ce sera le mot de la fin, précisément. Romain-Edouard, je te remercie de nous avoir accordé cette interview sur Radio Sophia, précisément sur cette dynamique échiquéenne. Et puis, pour la petite histoire du grand maître guadeloupéen, on ne manquerait pas de te faire part de nos jeunes pousses en herbe, parce qu'il y en a pas mal, qui commencent à avoir un très très bon niveau. Donc on serait amené certainement à te faire part de cela, si tu peux faire passer le message au niveau international. En tous les cas, merci Romain. Merci à toi et puis bonne journée à tous. Et sinon, je vous conseille d'essayer les échecs pour ceux qui n'ont jamais joué. Merci bien.